Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF tire à boulet rouge le processus électoral et la situation politique du Cameroun. Le comité exécutif national du SDF s'insurge contre ce qu'il qualifie de mascarade électorale organisée en février et décembre 2020 sur le théâtre de la crise anglophone. Et au regard de l'enlisement de la situation sécuritaire, ce parti politique de l'opposition demande au président Paul Biya et son gouvernement de mettre un terme à la guerre et d'arrêter la saignée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous verrez dans ce journal comment cet appel de l'opposition est repris en chœur dans une déclaration choc des parlementaires européens et quelle est la réaction du parti au pouvoir face à cette nouvelle pression internationale sur les autorités camerounaises. Élément de réponse dans le chapitre politique du 20h. Et dans l'escale internationale, c'est une nouvelle opportunité pour aller vers une décrispation du climat politique à travers un dialogue entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne. C'est sous ceci une réconciliation nationale que s'annoncent les premiers temps forts du mandat présidentiel d'Alassane Dramane Ouattara. Vous suivrez dans ce journal son investiture et son discours à cette occasion. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le SDF peine à digérer sa débâcle électorale après le double scrutin de février 2020. Ce parti de l'opposition s'insurge contre les élections municipales, législatives et même régionales qui ont été organisées dans le but de détruire le SDF à travers une stratégie de mascarade électorale et de collusion observée entre le parti au pouvoir et certaines administrations. C'est du moins les réactions du comité exécutif national du SDF réuni en session ordinaire à Yaoundé. Ce parti politique interpelle le chef de l'État sur les enjeux de mettre un terme à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il égrène un chapelet de critiques à l'encontre de la gouvernance actuelle du pays. Compte rendu, Emmanuel Diop et Aïk Cyril. C'est l'heure des retrouvailles au Social Democratic Front. Après plusieurs mois d'absence pour cause de voyage à l'étranger, revoici Ni John Frundi au milieu des siens, à la faveur d'une session du NEC, le National Executive Committee, convoqué à Yaoundé. À cause des mesures barrières, nous n'avons pas pu nous réunir pendant une certaine période. Et en plus, nous avions l'absence du chairman. Et donc, il fallait qu'on réaligne les troupes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qu'on s'accorde sur certaines différences et qu'on regarde tous dans la même direction. Donc cette réunion aujourd'hui était principalement une rentrée politique pour le SDF. Pour cette rentrée politique donc, le NEC procède à l'évaluation des élections couplées municipales et législatives de février 2020 auxquelles le SDF a pris part. Il en ressort que le régime de Yaoundé a organisé une mascarade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous avons décidé de dénoncer tous les actes d'intimidation, toutes les anomalies qui ont eu lieu sur le terrain, tous les attaques, les enlèvements dont nos candidats ont fait l'objet. Face à ce qu'il considère comme une parodie d'élection, le SDF annonce une riposte appropriée. Nous avons décidé de préparer une réponse, n'est-ce pas, proportionnelle à ce qui s'est passé. Pour ce qui est des régionales du 6 décembre dernier cette fois, le SDF annonce une session spéciale du NEC en début d'année prochaine afin de tabler sur le cas des camarades ayant outrepassé le mot d'ordre de boycott du parti. Nous n'avons pas abordé les dossiers, les questions disciplinaires parce que les camarades qui ont violé les consignes du parti vont faire l'objet, n'est-ce pas, de procédures disciplinaires. Et ça, c'est réservé au prochain NEC qui aura lieu au mois de février.
Au-delà des retrouvailles autour du chairman, le National Executive Committee du SDF tenu à Yaoundé entend remettre le parti sur les rails après les échecs répétés à la présidentielle 2018 et aux législatives et municipales 2020. Et puis parvenir, des commissions ont été mises en place, une commission réconciliation qui a pour but de réfléchir sur les points de discorde entre les cadres et militants du SDF afin de parvenir à une meilleure ambiance au sein de cette formation politique. Et la commission Action, placée sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Mithieu, qui doit réfléchir sur les actions pouvant être menées, pouvant être mises en œuvre sur le terrain, et d'autres commissions dont les membres n'ont pas été dévoilés, qui présenteront leurs conclusions au prochain NEC prévu en début 2021. Et toujours dans la même veine, le roi des Bamendjou est en colère contre la malgouvernance, la corruption, l'injustice et la répression de l'opposition. Sa Majesté Sékou Jean Ramo pointe du doigt des manœuvres politiciennes pour maintenir les Camerounais dans la pauvreté et s'éterniser à la tête d'un pays meurtri par la guerre et la misère. Le point central de cette nouvelle tribune, c'est dans ce reportage signé Gladys Sidier. Je pense que nous avons tous le devoir de redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, la tricherie, ni encore les intimidations. Il croit savoir que les chefs traditionnels qui ont pris part aux élections régionales sont tombés dans un piège tendu par le régime en place qui a désormais la main mise sur les chefferies traditionnelles. Il s'interroge en ces termes. Tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi? Sur la chaise du député, du maire, du sénateur, du conseiller régional. Il estime que dans ce pays, la voix des sénateurs et des députés ne compte pas. Le pouvoir étant centralisé sur la seule personne du chef de l'État, ce n'est donc pas la voix des conseillers régionaux qui va compter dans la sphère des prises de décision. La malgouvernance, le vol, l'injustice, la tricherie, la corruption, voilà, selon Sa Majesté Sékou Jean Ramo, les mots auxquels il faut s'attaquer en priorité au Cameroun, le reste n'étant que pure distraction. Il salue la décision de lever le blocus à l'entrée du domicile du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC. Mais il estime qu'on n'avait pas besoin de tout ce théâtre. Il est temps de décrisper les tensions selon lui en arrêtant de jeter en prison tous ceux qui osent critiquer le régime de Yaoundé. Que ceux qui ont pris les armes contre le pays acceptent qu'ils se sont trompés, présentent leurs excuses à la nation et reviennent à la maison dire leur part de choses qui les énervent, écrit le roi des Bamendjou. Car le pays a besoin de tous ses enfants. Alors que l'on s'apprête à entrer dans l'année 2021, le monarque invite tous les Camerounais à mettre de côté la méchanceté, les mauvaises mentalités, afin de ne penser qu'au bien du Cameroun et non à ses intérêts personnels. Devant cette multiplication des actes de répression des leaders politiques, des opposants critiquent le règne de la dictature au Cameroun. D'autres y voient une collusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire pour museler les opposants très critiques et très acerbes contre la malgouvernance dans le pays. Pour les tenants du pouvoir et les partisans du RDPC, il s'agit plutôt d'une stratégie de prévention afin d'éviter que les porteurs de projets insurrectionnels ne puissent mettre en exécution leurs différents desseins. Des précisions avec Flavien Valondongo. Le dispositif sécuritaire qui entourait l'assignation à résidence, le professeur Maurice Kamto, est levé. Pour certains militants, le pouvoir de Yaoundé corrige mal ses erreurs. Le régime du président Paul Biya a encore une fois de plus montré un visage hideux, horrible, du niveau de dictature dans laquelle est plongé notre pays. Et c'est dommage parce que nous pensons que le Cameroun peut faire mieux. Après 78 jours de privation de liberté, au MRC et alliés, l'on n'est pas prêt à lâcher prise. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Moi, j'étais à la prison de Newbel la dernière fois. J'ai vu d'autres camarades qui sont incarcérés là-bas. Les gars ont un moral d'enfer. Mais j'étais étonné. Nous sommes prêts. Et comme le professeur Kamto, le président élu, l'a dit, la lutte ne fait que commencer. Par contre, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la levée du cordon de sécurité qui empêchait les mouvements du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun sonne comme un dernier avertissement. Quand vous mettez
maîtrisez le pouvoir, comme c'est le cas du gouvernement et du président Paul Biya, vous anticipez. Il y a donc eu une anticipation stratégique face à un perturbateur et ses amis. Eh bien, une fois de plus, M. Kamto, on vient encore de lui donner une chance pour qu'il s'agisse. Mais je vais vous dire que s'il recommence, je vous assure, cette fois, il va se retrouver en prison. Le Social Democratic Front, pour sa part, redoute le non-respect des textes de loi qui régissent les libertés au Cameroun. Les juridictions du pays sont mal exploitées, ajoute-t-il. Vous avez réussi l'exploit de supprimer dans l'arsenal juridique camerounais la liberté de manifestation, la liberté d'opinion. Le simple fait d'exprimer une opinion risque la peine de mort. Comment vous pouvez justifier? Je vais justifier que des gens qui ont simplement manifesté pacifiquement dans la rue soient traduits devant un tribunal militaire? Si le combat du mouvement pour la renaissance du Cameroun est allié et de décrier la malgouvernance en général, il est à noter que le parti demande la libération de ses militants incarcérés dans différentes prisons du pays. Des parlementaires européens ne sont pas indifférents à la situation sociopolitique et sécuritaire du Cameroun, après avoir rappelé au gouvernement camerounais l'engagement de la Constitution du 18 janvier 1996 en faveur des droits de l'homme et l'attachement aux principes démocratiques. 35 parlementaires européens appellent les autorités camerounaises à libérer tous les prisonniers politiques et engager un large dialogue national sur les réformes politiques et sociales qui permettront de faire des droits de l'homme du peuple camerounais une réalité et de rétablir sa liberté. Dans le même temps, ils appellent tous les responsables politiques à œuvrer pour une solution pacifique au conflit qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Selon ces députés européens, toutes les parties au conflit doivent garder leurs armes au silence et ouvrir la voie aux négociations. C'est une déclaration qui a été rendue publique lors de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Et dans ce chapitre politique, Célestin N'Djamène annonce sa démission du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il était face à la presse à Douala et a laissé entendre qu'il est prêt à travailler avec le gouvernement après avoir tensé ce même gouvernement durant de nombreuses années. Il a fait savoir qu'il n'a pas de problème avec l'idéologie politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il ne partage pas les stratégies qui ont été mises en œuvre depuis quelques années. Je vous invite à suivre Célestin N'Djamène qui annonce sa démission du MRC 2 ans après avoir été dans ce parti qu'il présentait comme le parti qui pouvait challenger le RDPC et pouvoir prendre le pouvoir au Cameroun. Je vous invite pour vous annoncer aujourd'hui que je quitte le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai la conviction, et il y a des témoignages qui viennent même d'ailleurs du directoire, que cette décision de boycott, qui a ses effets négatifs jusqu'aujourd'hui, a été une décision unilatérale. Rappelez-vous, Président, qu'en 92, le SDF avait déjà boycotté. En 97, le SDF avait déjà boycotté. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi refaire les mêmes erreurs aujourd'hui que nous pensions à mettre en place une dynamique qui va être ancrée sur les forces républicaines, sur une république forte, une république humaniste. Dans le reste de l'actualité, sur près de 20 000 sociétés qui gèrent les déchets au Cameroun, à peine 20 recyclent les ordures solides. Les déchets industriels sont pourtant les plus dangereux. Cette faiblesse dans la transformation des déchets est due à un cadre fiscal jugé asphyxiant pour les entreprises. Les experts proposent au pouvoir public de revoir la législation et d'aménager des facilités en matière de traitement et recyclage des déchets au Cameroun. Autre explication avec Donald Brice Kamgan et Georges Mitterrand-Dam. Les déchets organiques, plastiques, du papier carton ou électronique, le Cameroun croule sous le poids des détritus. Même pour les entreprises industrielles, le recyclage pose encore d'énormes difficultés car la loi prescrit aux sociétés de recycler leurs déchets, mais ajoute des charges fiscales, devenues des obstacles pour beaucoup. La loi du Cameroun demande à ce que chaque entreprise qui produit les emballages plastiques cherche un prestataire qui doit pouvoir se débarrasser des déchets. Mais la même loi aussi impose un droit d'assise sur les emballages.
Ce qui fait que les entreprises doivent payer un prestataire par kilo de déchets ou bien par bouteille produit, doivent encore repayer par bouteille une taxe à l'État de la même valeur. Ça fait double taxation. Du coup, c'est difficile pour les entreprises de pouvoir mettre la main dans la poche. La solution serait de rendre la loi sur la gestion des déchets, notamment ceux industriels, plus claire et assurer des facilités fiscales aux entreprises souhaitant s'intéresser au recyclage des déchets. Cela pourrait passer par des subventions ou une défiscalisation temporelle des importations d'équipements. Le gouvernement peut apporter des subventions aux entreprises qui démarrent ou réduire la fiscalité environnementale. Du coup, on pourrait exonérer par exemple les équipements de recyclage qui arrivent au Cameroun, on peut les exonérer taxes douanières. Mais le recyclage demande de costauds moyens que beaucoup d'entreprises installées au Cameroun n'ont pas forcément, comparé au volume de déchets de divers types que produit le pays. Avec la forte pénétration des technologies, les déchets électroniques et électriques par exemple deviennent un objet de préoccupation pour l'environnement et la santé des populations. D'année en année, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, une seule personne peut avoir deux téléphones à la maison, 2, 3 téléviseurs et ainsi de suite. Donc, il y en a de plus en plus. Et nous, en tant qu'acteurs dans le secteur du traitement des déchets électroniques, ça reste intéressant parce que plus il y aura des équipements électriques qui sont utilisés, plus on aura du boulot, parce que notre travail, c'est de récupérer ces équipements qu'ils arrivent en fin de vie pour un traitement écologique. La solution à la question des moyens, c'est que les entreprises opérant dans le recyclage des déchets de divers types associent leurs efforts afin de disposer de ressources nécessaires et négocient avec les pouvoirs publics sur les questions de garantie par exemple. C'est l'une des idées derrière ces journées portes ouvertes sur le recyclage des déchets en cours au GICAM. Présent à cette rencontre, experts, collectivités territoriales décentralisées, responsables d'administration. Objectif : aider le Cameroun à recycler une bonne partie de ces 6 millions de tonnes de déchets produits par an, en créant des emplois et en luttant contre la pollution de l'environnement. Après de multiples échecs dans l'élaboration et l'exécution des projets miniers, l'État du Cameroun veut voir clair dans l'exploration et l'exploitation des substances minérales. Une société nationale des mines vient d'être créée à cet effet. Il s'agit d'une société à capital public ayant l'État du Cameroun comme unique actionnaire. Ses missions sont entre autres de réaliser l'inventaire des indices miniers, de promouvoir la transformation et le conditionnement des substances minérales et de contribuer à la transparence dans le secteur minier au Cameroun. La gestion de la Sonamine est assurée par une assemblée générale, un conseil d'administration et une direction générale. C'est du moins ce qui ressort d'un décret présidentiel rendu public ce lundi. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et des Camerounais peinent à se nourrir. Et pour cause, dans la capitale économique du Cameroun, les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber sur les marchés. L'INS l'a observé depuis octobre 2020, une flambée des prix des produits alimentaires et même des fruits de mer, essentiellement des produits de grande consommation. Et la situation est loin de s'améliorer malgré les annonces du gouvernement visant à contrôler la fluctuation des prix dans les marchés. D'autres précisions avec François Dikoumet et Kediara. Dans sa note sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages à Douala en octobre 2020, l'Institut national de la statistique décrit une flambée des prix des produits alimentaires dans la capitale économique au cours du mois d'octobre. On retient notamment de ce rapport paru en début du mois de décembre 2020 que la consommation finale des ménages augmente de 0,4% après une augmentation de 0,2% observée au cours du mois de septembre. Une hausse qui se justifie principalement par la progression des prix de produits alimentaires de 0,9%, des fruits de 1,8%, des produits laitiers de 1,2% ainsi que des viandes de 0,2%. Pour essayer de comparer la hausse des prix du mois d'octobre à celle observée sur le marché en cette moitié du mois de décembre, nous sommes allés faire des emplettes. La grande surprise de ce mois est la disponibilité de la tomate, pourtant inaccessible ces dernières semaines. C'est un peu le temps qu'on achetait la tomate à 13 000, 12 000. Bon, maintenant, les prix varient. Il y a quand même la tomate qui est moins chère. Par exemple, ça commence à 3 000, 3 500. Mais la bonne tomate quand même coûte cher. Oui.
La bonne tomate, c'est dans les 5 000. Les œufs également sont de retour pour le plus grand plaisir des consommateurs. 2000, 1900, 1800 même. Les mêmes avions qu'on vendait à 2500. Et que par mois, ça finissait, mais on ne retrouvait même pas un plateau sur le marché. Pour ce qui est des viandes, le poulet qui a subi d'importantes augmentations il y a plusieurs semaines de cela se vend de nouveau bien, même si les prix pourraient grimper en ces temps de fête. Le poisson également ressent de légères hausses sur le marché, mais les ménagères continuent de le consommer de façon plus ou moins régulière. Quant à la viande de bœuf, les bouchers eux-mêmes expliquent. Le ravitaillement, c'est un peu élevé, mais pour l'instant, le boucher maintient encore le prix des viandes en détail. Donc la viande reste encore à 2500 et 3000 et 2800 pour certaines personnes. Par contre, l'oignon et l'ail, aromates prisés pour des plats odorants, sont en ce moment hors de prix. L'ail, on achetait le kilo à 2000. Oui. Maintenant, c'est 3000, 3500. Et c'est même pas la bonne qualité même. Donc, je préfère vendre ce qui est moins cher, je quitte sur ça. Pour contourner cette cherté, la ménagère essaye tant bien que mal de les remplacer par d'autres ingrédients. On essaye un peu d'acheter ce qui est abordable et d'essayer d'associer. Par exemple, les oignons. Il y a des repas où nous avons pu prendre, par exemple, utiliser l'oignon vert ou alors le poivron, n'est-ce pas, pour compenser un peu l'oignon qui est actuellement assez cher. L'huile raffinée, autre élément incontournable d'une cuisine bien juteuse, subit lui également une augmentation. Et l'huile 1,5 litre, on vendait à 1350, mais ça a augmenté jusqu'à ce qu'on va maintenant à 1500, même 1600, même 1700. Maintenant, si on peut plus vendre à 1350 parce que c'est trop cher. Le riz, élément de base de la cuisine de plusieurs Camerounais, devient de plus en plus cher aux grandes dents des consommateurs. Oui, il y a eu augmentation, pour ça c'est vrai. Le prix, comme par exemple le riz Oncle Benz là, c'est un peu rare au marché et le prix aussi est trop élevé. Et il y a aussi le riz, l'ancien riz qui est à 22 000. Bon, avant, c'est le riz qu'on achetait à 19 000, 18 500. Ces augmentations de prix rendent la vie difficile à la ménagère qui devra désormais réajuster ses besoins et peut-être même son budget. Un présumé trafiquant d'ossements humains mis aux arrêts à Garoua, dans la région du Nord. Bouba, 24 ans, a été interpellé lors d'un contrôle de routine effectué par les éléments du GMI numéro 4. Dans son sac à dos se trouvait tout un squelette qu'il s'apprêtait à pouvoir écouler sur le marché noir. Le récit des faits avec Olivier Tsefo, François Dikoumet et Julienne Berthebissaille. Dans la cour du groupement mobile d'intervention numéro 4 de la région du Nord, un squelette humain transporté par le jeune Bouba Amidou. Parti de Kaïkaï, son village natal dans l'extrême nord Cameroun, il est interpellé lors d'un contrôle de routine à l'entrée de la ville de Garoua, en possession d'un sac contenant une marchandise d'un autre genre qu'il s'apprêtait à écouler au marché noir. Son attitude suspecte va amener les forces de maintien de l'ordre à procéder à une fouille systématique. Alors que les communautés étaient en train de servir au niveau du contrôle mixte, police et gendarmerie, à l'entrée de la ville, on interpelle un véhicule, un car, provenance de Maroua, à destination de Cameroun, et qui devait par la suite se rendre à Nando. Un car dans lequel se retrouvait ce monsieur Bouba Amidou, âgé de 24 ans. L'identité n'est pas bien sûre parce que vérification faite, on découvrira qu'il était porteur de la carte nationale d'identité de M. Sali Aboum. Et donc, une carte nationale d'identité qui lui appartenait. C'est juste pour contenir vigilance et le niveau de sécurité. Interpellé, qui était porteur d'un sac. Il reconnaît que c'est son sac et quand on lui demande le contenu, il dit que c'était les médicaments qui se trouvaient à l'intérieur du sac. Conduit au groupement mobile d'intervention numéro 4, il passe aux aveux complets après des heures d'interrogatoire. En cette période de fête de fin d'année où l'insécurité bat son plein dans plusieurs villes du pays, les forces de maintien de l'ordre recommandent aux populations plus de vigilance au quotidien. Dans l'escale internationale, c'est sous signe de réconciliation nationale que s'annonce le mandat présidentiel d'Alassane Dramane Ouattara
lors de son discours d'investiture ce lundi en Côte d'Ivoire. Il a tenu à appeler les opposants ivoiriens à un nouveau dialogue en vue d'apaiser et de décrisper le climat politique. Il s'est exprimé sur la situation de l'un de ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo, qui manifeste depuis plusieurs mois son envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a également évoqué les décisions de justice qui pourraient être prises à l'encontre des fauteurs de troubles durant la dernière élection présidentielle. On fait le point avec Nadine Yambou. Animé aujourd'hui d'un sentiment de fierté et de reconnaissance pour la confiance qui m'a été renouvelée. Réélu en octobre dernier, le président Alassane Ouattara prête serment pour un 3e mandat à la tête du pays devant de nombreux partisans, personnalités politiques, diplomatiques, autorités religieuses et une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la sous-région Afrique de l'Ouest. À leur côté, le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, représentant personnel du président Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, ex-chef d'État français. Dans son discours, le président ivoirien a clairement appelé l'opposition à respecter le verdict des urnes, le proclamant vainqueur de ce scrutin présidentiel. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont fait le choix de la démocratie, le choix de la paix, le choix de la stabilité. Ils ont fait ce choix en dépit de toutes les entraves à l'expression de leur liberté. Ils ont démontré que les urnes doivent rester l'ultime recours pour décider de l'avenir de notre nation. Condamnant les récentes violences enregistrées durant la période électorale en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara promet des sanctions à tous les fauteurs de troubles. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions de biens publics et privés. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair. Dans une posture de rassembleur, Alassane Ouattara place son mandat sous le signe du renforcement de la cohésion sociale. Le président ivoirien se réjouit des avancées effectuées dans le processus de décrispation du climat socio-politique dans le pays, avec notamment la délivrance des passeports de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Les progrès réalisés en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Afin de consolider davantage la cohésion nationale, j'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. L'opposition ivoirienne a boycotté cette investiture du président Alassane Ouattara. La coalition de l'opposition refuse toujours de reconnaître sa victoire comme le président de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, avait récemment mis fin à la transition et appelé au dialogue national pour résoudre les conflits nés de la présidentielle. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun, sensible à la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication en ces temps de Covid-19. La Fondation Orange Cameroun et UNESCO ont signé un contrat de partenariat en vue de promouvoir l'éducation en ligne et l'usage des TIC en temps de crise sanitaire. La signature a eu lieu à Yaoundé. Des précisions sur les articulations de ce partenariat entre la Fondation Orange Cameroun et UNESCO et bien sûr les objectifs pour les jeunes Camerounais. Reportage.
Les conséquences du Covid-19 obligent, la Fondation Orange Cameroun et l'UNESCO se mettent ensemble dans un partenariat pour améliorer la qualité de l'éducation numérique et à distance au Cameroun. La cérémonie y relative s'est déroulée dans l'enceinte du nouveau siège de l'UNESCO à Yaoundé. La Fondation Orange Cameroun et l'UNESCO expliquent l'ambition qu'ils poursuivent en joignant leurs efforts sur cette problématique de l'éducation. Le partenariat aujourd'hui avec l'UNESCO est de fixer un cadre et de partager des contenus, de partager une approche, de partager une stratégie pour mettre en place tout ce que nous faisions depuis des années avec un parrain comme l'UNESCO. Notre partenariat va aller au-delà de ce simple aspect en offrant des contenus partout dans le pays. La couverture des opérateurs télécoms devenant de plus en plus large sur le pays, aujourd'hui, il y a très peu de villages qui sont en dehors de la couverture. La coopération qui va naître aujourd'hui, qui va commencer aujourd'hui entre les deux institutions, notamment sur l'accès à l'éducation numérique, l'accès à l'éducation à distance, pour les élèves, pour les enseignants, la formation des enseignants et le contenu et la production d'un contenu pédagogique numérique que l'UNESCO et la Fondation Orange vont travailler ensemble pour produire en collaboration avec le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Enseignement secondaire. Mais au-delà du soutien au secteur éducatif, les deux partenaires vont aussi se mettre aux côtés des artistes particulièrement touchés par cette pandémie. L'accord de partenariat aussi porte sur un soutien aux artistes, aux professionnels du secteur de la culture, pour l'accès au numérique aussi, pour la formation. On va essayer de les accompagner pour assurer leur résilience financière malgré toutes les difficultés de la pandémie, de la Covid-19, de la fermeture des salles d'art, des salles de culture, des restaurants et tous les lieux où la musique se jouait par exemple. Côté implémentation technique de ce partenariat, Orange Cameroun dit disposer d'atouts pour apporter une contribution majeure sur l'amélioration de la qualité de l'éducation numérique et à distance au Cameroun. Non seulement il y aura la couverture des moyens de télécommunication, mais il y aura aussi la couverture numérique des contenus. Nous nous sommes rendus compte pendant la période Covid qu'il y avait un seul mot qui revenait, c'était digitalisation, digitalisation, digitalisation. Une entreprise comme Orange et une fondation comme la Fondation Orange Cameroun ne peuvent pas être absents de cette digitalisation. Donc nous apportons des contenus, nous apportons des méthodes, nous apportons des outils qui vont permettre à chacun de se développer au niveau le plus loin. Grâce donc à la Fondation Orange Cameroun et avec le concours de l'UNESCO, les élèves et collégiens camerounais braveront mieux les effets du Covid-19. Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le Social Democratic Front digère mal sa débâcle lors des élections de février dernier. Le SDF accuse. Et il pointe un doigt accusateur sur le parti au pouvoir et l'administration soupçonnée de collusion durant ces élections organisées sur le théâtre de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec pour objectif de détruire le SDF dans son bastion électoral. Ce parti politique parle de mascarade électorale organisée durant le mois de février 2020. Vous le savez, ils avaient obtenu la reprise partielle des élections dans cette partie du Cameroun et il déplore le fait que les élections régionales étaient organisées alors que de nombreuses affaires étaient encore pendantes devant les juridictions concernant le contentieux post-électoral. Face à cette situation, le NEC du SDF demande la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et appelle le chef de l'État à libérer également les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et de mettre un terme à la saignée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà justement, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un